Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur, dans les locaux de Centraide Centre du Québec, mais en la compagnie de Mélanie Bergeron, qui est directrice générale du Comité régional de développement social. Bonjour. Bonjour François, ça me fait plaisir. Moi de même. Alors, le Comité régional de développement social, qu'est-ce que ça fait? Oui, bien en fait, le comité est formé d'un ensemble d'environ 23 partenaires qui regroupent autant des partenaires issus de chacun des territoires de MRC de la région, des regroupements régionaux qui représentent différents secteurs, différentes thématiques, et des ministères qui s'assoient ensemble, en fait, puis qui, dans le fond, identifient quels sont les enjeux sur le territoire, qui souhaitent amener, en fait, des solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie des personnes sur notre territoire, des communautés. Et ceux qui vous financent, Oui. si j'ai bien retenu ma leçon, ben il y a les 5 MRC de la région, il y a ensuite Centraide, et il y a aussi le CIUS MCQ. Exactement. Est-ce que j'en oublie? Non, c'est pas mal ça. Et dans le fond, on est financé par ces organisations-là, pas pour le moment par un ministère, parce que c'est vraiment une volonté du territoire d'avoir ce réseau-là qui travaille les enjeux en développement social. Mais dépendez-vous de quelqu'un ou vous êtes vraiment autonome dans tout ce que vous faites, là? Bien, en fait, on est assez autonome, mais on appartient quand même à un réseau national qui est le réseau québécois du développement social, qui est en fait une grande communauté de pratique. Hein. Tous mes homologues des autres régions sont réunis autour de cette table-là et d'autres partenaires aussi pour dans le fond, avancer dans le mieux travailler ensemble aussi. Ça se parle souvent, ce monde-là? Oui, on a des colloques 2 fois par année, on a des rencontres aussi virtuelles, donc qui fait en sorte qu'on est beaucoup dans, comme on dit, réseautage, partage de nos bonnes pratiques, des outils, puis qu'on regarde aussi au niveau national nos collaborations, parce que le réseau travaille aussi en collaboration avec plusieurs organisations nationales. Est-ce qu'il y a des spécificités à notre territoire du centre du Québec, là, par rapport aux autres régions, mettons, des problématiques ou... Bien, en fait, le comité régional, il existe depuis 2001, donc, mais est incorporé dans les 2 dernières années plus particulièrement. Et puis, dans le fond, on a vraiment cette volonté-là de soutenir nos partenaires dans la connaissance fine des enjeux. Comme on disait, d'identifier des solutions, mais à long terme, court, moyen, long terme, mais surtout pour s'inscrire dans le développement durable, puis c'est important. Puis les enjeux qu'on travaille dans les dernières années, notamment, qui sont probablement vont se retrouver aussi dans d'autres régions, mais avec notre couleur qu'on les travaille, il y a bien sûr l'enjeu du logement ici qui est très important, puis qui a nécessité récemment même de nouveaux partenariats intersectoriels avec différentes personnes pour être en mesure de répondre à cette crise-là. La sécurité alimentaire aussi, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Donc, on a des travaux plus particuliers qui ont été mis là-dessus. Et si c'est une distinction dans notre région, il y en a quelques-unes qui l'ont fait aussi, mais on a vraiment créé un réseau pour se préoccuper plus particulièrement de la sécurité alimentaire au centre du Québec. Donc, l'accès à l'alimentation saine pour tous. C'est aussi préoccupant dans les 5 MRC ou il y a des endroits là, particulièrement? Non, effectivement, dans les 5 MRC, en fait, on est aussi coordonnateur, dans le fond, du déploiement des alliances, qui est le fonds du gouvernement du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour soutenir, dans le fond, la solidarité sociale et l'inclusion, lutter contre la pauvreté. Et quand on a mené des consultations en 2018, c'est un des enjeux qui a ressorti fortement, et dans chaque territoire de MRC, où il y a eu des mobilisations par MRC, et aussi au niveau de la région. Puis, quand la table des MRC aussi a souhaité identifier ces 6 priorités régionales, l'alimentation a également ressorti. Alors là, sauf que ça fait plusieurs années qu'on travaille notamment cet enjeu-là, mais dans les 2-3 dernières années, on l'a vraiment travaillé de façon, je dirais, innovante, parce qu'on a dit... si on veut avoir une sécurité alimentaire pour tous, on a tout un système alimentaire au centre du Québec qui est de la production à la gestion des matières résiduelles. Puis on s'est dit, il faut que tous les partenaires de ce système-là se parlent et travaillent mieux ensemble. Donc, ça va faire en sorte qu'on va améliorer la sécurité alimentaire parce que ça amène des solutions un peu plus concrètes. On est
sinon la région la plus agricole du Québec. Tout à fait. Donc, en théorie, la sécurité alimentaire, ça ne devrait pas être trop compliqué ici. Pourtant, on la retrouve, c'est de l'accès des gens à la nourriture, finalement, Oui. qui est problématique. Là. Effectivement. C'est pas qu'elle n'est pas là, c'est que c'est l'accès. L'accès physique puis l'accès économique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines municipalités qui, dans notre région, malgré qu'ils sont dans des terrains très agricoles, n'ont pas accès, par exemple, à un simple dépanneur ou une épicerie qui est assez près pour répondre aux besoins d'une alimentation aussi saine. On ne parle pas juste de sacs de chips on parle vraiment d'avoir un accès puis un choix aussi diversifié. Bien, il y a des municipalités, puis quand même un certain nombre, qui en ont fait leur combat de maintenir ou de créer même une coop pour avoir vraiment un point de service là, pour les citoyens. Fait que ça, c'est admirable là, qu'il y ait des initiatives comme ça. Oui, tout à fait. Puis quand c'est une communauté qui se mobilise justement autour de cet enjeu-là, il y a plusieurs projets dans le territoire aussi qui ont été développés avec cette préoccupation-là de rendre accessible physiquement, mais économiquement aussi. On pense, dans ce cas-ci, aux personnes peut-être qui auraient plus de besoins au niveau financier d'être soutenues. C'est ça qui est intéressant. Plusieurs initiatives comme ça dans les communautés, dans nos territoires, qui se mettent en branle pour un peu pallier justement à cette préoccupation-là. Parce qu'en ce moment, le réseau, justement, sur la sécurité alimentaire, le vrai nom, là, c'est exactement ça. Le Réseau pour la sécurité alimentaire du Centre du Québec, le RSAC. Le RSAC, bien, tient des activités, se promène, là. Donc, on s'est croisés au Moulin-Michel dans Bécancour parce que, bien, faites le tour pour informer, pour consulter aussi les gens qui font partie de ce réseau, ou même des gens, des producteurs, tous les gens, les acteurs de ce grand milieu-là de l'alimentation. Oui, effectivement. S'il y a eu un aspect positif, je pourrais dire, à la pandémie, c'est que nous, ça a accéléré les travaux pour mettre en place ce réseau-là, qui est le réseau de la sécurité alimentaire. C'est une super belle collaboration avec le CIUS et la table intersectorielle sur les saines habitudes de vie. Donc, on s'est mis, en fait, on s'appelait la tripartite là, pour la sécurité alimentaire. Puis l'objectif était de mobiliser justement les acteurs qui font partie de ce système-là. Et on a travaillé sur un portrait. Bon, pour voir, si on veut agir sur notre système, on veut le connaître mieux. On a travaillé sur un portrait et un diagnostic de la sécurité alimentaire, du système alimentaire chez nous. Et ça a donné lieu maintenant, suite à ce portrait-là, bien, dans chaque territoire, ils prennent connaissance du portrait, s'approprient les enjeux, puis identifient, chez nous, on a tel agriculteur qui veut s'impliquer davantage, on a des pas à faire, puis on peut les faire ensemble. Donc, ça permet au déploiement de ce portrait-là d'être mis en action là, maintenant dans les territoires grâce à nos partenaires avec la TIR, SHV, puis le CIUS. Pour les fouineux comme moi, tout ça se retrouve sur le site Internet du CRDS. Donc, les portraits, le diagnostic, donc portrait par MRC, tout ça. Tout à fait. Alors, c'est plein d'informations super intéressantes. Alors, des heures de plaisir. Exact. Comment ça se passe à l'interne? On parle du réseau pour la sécurité alimentaire, on parle de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale. Comment vos ressources humaines se divisent par rapport à ça? Oui, bien en fait, dans l'équipe même du CRDS, on est 3 personnes. Donc, il y a moi, il y a ma collègue Amada Aldama qui est agente de développement, responsable présentement de l'Alliance centricoise. Puis j'ai une super agente de soutien et aux communications. Par contre, on est une petite équipe, mais en fait, comme je disais, les membres du CRDS sont 23. On a un conseil d'administration qui nous aide beaucoup dans la mise en œuvre du plan d'action, d'environ 9 personnes. Et puis, on travaille de près avec les mobilisations locales en développement social. Dans chaque territoire de MRC, il y a ce qu'on appelle, ou l'équivalent d'un comité local en développement social. Et puis, aussi, j'ai des partenaires au niveau des directions des MRC font partie de notre comité directeur. Donc, c'est vraiment avec tout ce réseau-là qu'on travaille. Donc, une équipe de 3, mais qui se multiplie là, quand on dit on fait le travail en partenariat. Parce qu'il y a quand même plusieurs enjeux qui vous intéressent, sur lesquels vous travaillez. Un grand territoire. Alors ça en prend des partenaires parce que sinon... Oui, puis tu sais, l'objectif, c'est toujours de dire... ce qui est intéressant de travailler avec
on privilégie beaucoup l'intersectorialité des partenaires. C'est-à-dire que chacun amène sa lunette. Je vous ai nommé quelques groupes avec qui on travaille présentement, mais... il y a les CDC là-dedans? Exactement. Les CDC sont sur mon CA aussi, d'ailleurs. C'est vraiment le communautaire. Ils apportent leur expertise autour de la table. Le CIUS, avec son plan d'action, c'est déterminant de la santé. Donc, la table de concertation du mouvement des femmes qui dit qu'il faut se préoccuper aussi de la situation des femmes, mais aussi des personnes immigrantes. Bref, on a... La table de concertation des personnes aînées. Oui, sont présents aussi autour de la table. La table de concertation en éducation. Oui, la table régionale d'éducation du Centre du Québec. Je les connais parce qu'on les a tous rencontrés. Vos partenaires, là, c'est des gens qui nous intéressent parce que c'est justement des acteurs qui sont très bien placés pour justement faire avancer des problématiques sociales. Alors, oui, ça nous intéresse à Télécœur, ça intéresse nos auditeurs. Fait qu'on les rencontre, puis on vous rencontre. Puis c'est ça la beauté du partenariat. Chacun a leur expertise, leur créneau d'intervention dans la région, mais de mettre ça ensemble amène une richesse puis une cohésion, dans le fond, de dire on refait pas la roue, on met nos expertises ensemble pour dire, bon, ben là, on est dû pour un portrait sur la sécurité alimentaire où on souhaite aller de l'avant avec une diversification du logement dans la région parce qu'on a des besoins préoccupants. Puis nous, on apporte, dans le fond, on amène toutes ces expertises-là ensemble pour pouvoir bonifier l'intervention qu'on va faire. Là, vous me disiez tout à l'heure, avant l'entrevue, que vous aidiez les gens qui aident les gens, finalement, oui. Les organismes, mais quand même, vous y allez sur le terrain, là. Si vous étiez là, justement, pour l'activité là, sur la sécurité alimentaire, oui. Donc vous allez au-devant. Là. Bien oui, effectivement, tout ce qui se passe sur le terrain vient alimenter, dans le fond, notre connaissance plus fine des enjeux, des actions qui se font. Puis ce qui est intéressant quand on se voit au niveau régional, c'est de faire l'arrimage entre ces enjeux-là. À chaque fois qu'il y a des rencontres, notamment de l'ensemble des partenaires, il y a un partage qui se fait aussi sur telle action, tu l'as menée comment chez vous dans le territoire. Fait que pour être en mesure de répondre et de travailler ensemble, bien, on veut avoir aussi un œil sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Puis dans le fond, on alimente nos partenaires sur le terrain, ils nous alimentent aussi. Et on veut voir de l'action, dans le fond, quand ça se déploie, puis qu'on a des belles activités comme les rencontres locales du système alimentaire durable, bien, c'est sûr qu'on souhaite être présent pour entendre puis contribuer aussi aux échanges avec la connaissance qu'on a de ce qui se passe dans les autres territoires aussi. Plusieurs enjeux, plusieurs partenaires. Parmi les enjeux, certains qui sont à des points de rupture. Là, on parle du logement. Il y a une crise du logement en ce moment au Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui laissent augurer là, que ça va bien se développer, ça va bien être, et d'autres choses où ça tourne pas rond, puis il y aurait plus d'efforts à mettre, ou est-ce qu'il y a... Bien, en fait, on parle de pénurie de logement, donc on sait que il y a un manque de logement. Ça ne se règle pas comme ça. Là, non, effectivement, parce qu'il faut mettre en perspective toutes les préoccupations, la réglementation, les besoins aussi au niveau des différents types de logements. C'est super intéressant qu'il y ait des nouvelles constructions qui se fassent, mais les prix sont-ils accessibles pour l'ensemble de la population? Pas nécessairement. Donc, on peut penser à des initiatives alternatives comme du logement social, du logement communautaire. Mais pour ça, pour dire, on investit par rapport au logement social, par exemple, bien, ça prend des intervenants, ça prend aussi des promoteurs qui sont prêts à travailler ça. Puis, comme vous le dites, il y a une crise importante en ce moment. Il y a une préoccupation pour la précarité ou la mobilité de certains individus, certaines familles qui ont de la difficulté, par exemple, à conserver un logement. Ça, on s'y attarde plus particulièrement avec un projet d'étude avec un chercheur de l'Université de Sherbrooke, c'est porté par la table régionale des aînés, mais ça rejoint la population aînée, mais jeunes familles aussi. Parce qu'il y a un enjeu là aussi important. Puis comme on disait, il y a des besoins pour les employeurs aussi. On a beau recruter, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on veut recruter de la main-d'œuvre pour venir combler les postes ici, mais il faut loger ces personnes-là. Donc, le logement est vraiment transversal comme enjeu, puis c'est pour ça qu'on a besoin de l'expertise de chacun, puis de la connaissance de, OK, bien, c'est quoi nos besoins? On a combien de jeunes familles qui ont 4 enfants et plus?
c'est un défi, trouver un logement pour une famille aussi grande. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs acteurs de mobiliser. Les offices municipaux d'habitation, notamment, les élus, ça les préoccupe beaucoup. Donc, on est en travaux, notamment avec la table des MRC en ce moment. Il va y avoir l'arrivée de nouvelles entreprises à Bécancour qui va nécessiter d'avoir des logements. C'était ma prochaine question. Ouais. Parce que sur nos territoires de Nicolet, Yamaska et Bécancour, la filière batterie, son arrivée au parc industriel et portuaire de Bécancour, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les élus. Ça a remonté jusqu'à la table des MRC. Donc, vous, là, comme organisme, par rapport à ça, là, ça vient juste accélérer. La crise était déjà là. Mais là, ça va prendre des proportions. Comment vous entrevoyez ça? Bien, en fait, je pense que déjà, les gens de Bécancour et des alentours, comme on disait, sont très mobilisés déjà. Et puis, nous, déjà, depuis 2 ans, on avait mis en place un chantier sur la question de l'habitation et du logement, parce que quand on parle de la crise en ce moment, c'est le logement, mais l'habitation aussi, l'accès à la propriété. Et puis, donc, nous, on est vraiment là. Il y a un portrait qui est en train de se démarrer. Puis, tu sais, je dis beaucoup portrait, là, mais tu sais, quand on veut agir de façon efficace puis trouver des solutions, il faut savoir vers quoi se diriger puis à quelle mesure, dans le fond, est l'enjeu. Fait que nous, on est beaucoup là-dedans en tant que comité aviseur. Fait que présentement, on est en train de travailler justement avec la table des MRC sur un projet qui va nous permettre, où est l'information, d'aller recueillir de la bonne information pour enligner dans le fond, aider la prise de décision et pour générer à moyen et long terme des travaux qui vont permettre d'atténuer la crise. Puis je pense qu'en tout cas, comme je vous disais, plus on est de bras et de tête autour de la table pour venir soutenir cet enjeu-là, mieux ça va être. Puis je pense que c'est vers ça que ça se dessine dans les prochains mois, prochaines années. Fait que votre contribution, c'est beaucoup de rendre cette action-là à venir efficace en ayant le savoir, les connaissances qui vont... Oui, en le partageant, puis en analysant ensemble aussi. Donc, pour que chaque partenaire, chaque secteur puisse voir, moi, mon rôle, il est là. Si j'ai des éléments à modifier au niveau de la réglementation, par exemple, pour pouvoir avoir un meilleur accès au logement ou à de l'habitation, je vais pouvoir jouer ce rôle-là. Nous, au niveau du développement social, quand une personne est mieux logée, ça fait partie d'une meilleure condition de vie qui permet que les sous soient davantage... avoir davantage de sous pour être capable d'avoir une meilleure sécurité alimentaire. Tu sais, fait que tout est relié. Donc, les fameuses saines habitudes de vie. Là. Aussi, tout à fait. Fait que je pense que notre rôle dans les prochaines années va être beaucoup de comités aviseurs, puis de participer à l'identification de solutions pour la suite. Mélanie Bergeron, elle, là, Oui. Par rapport à ces enjeux-là, tu sais, est-ce qu'elle arrive du milieu communautaire? Pour être assis dans cette chaise-là aujourd'hui, ça a été quoi le parcours? C'est un parcours, en fait, j'ai terminé l'université, moi j'ai étudié en communication sociale. J'étais très fascinée par les communications, journalisme, radio, tout ça, mais j'avais le petit plus, en tout cas, j'avais fait des cours de sociologie au cégep, et puis à un moment donné, est arrivé le nouveau bac, dans ce temps-là, c'était nouveau. À Trois-Rivières? Oui, à Trois-Rivières en communication sociale qui dans le fond, amenait d'utiliser les communications pour favoriser le lien social, favoriser les changements de comportement, etc. Puis ça m'avait beaucoup allumé. Fait que j'ai fait mon bac. Et à cette époque-là, il y en avait un stage de 4 mois à faire. Et puis, j'ai fait mon stage à la Conférence régionale des élus du Centre du Québec en 2001. Dans le temps que ça existait? Quand ça existait, effectivement. Mais particulièrement pour le forum jeunesse Centre du Québec. En fait, mon mandat de stage avait été de créer une toile jeunesse Internet pour avoir accès à de l'information pour les jeunes, particulièrement les ressources existantes, etc., sur le territoire via un portable web. Fait que, et suite à ça, j'ai été embauchée à la CRE, à la Conférence régionale des élus, comme agente jeunesse. Fait que là, c'était d'être un peu la voix des jeunes de notre région auprès du gouvernement, donc influencer les décisions, faire en sorte aussi, c'était un forum jeunesse dont le CA était uniquement des jeunes de 35 ans et moins. Donc, la participation citoyenne de nos jeunes, c'était un enjeu super important. Et puis, j'ai été là 15 ans.
Et puis, j'étais membre, en fait, au comité régional de développement social pour représenter les enjeux jeunesse à l'époque. Puis quand la CRE a fermé, bien, comme je disais, les gens du territoire ils ont dit, on veut que le comité régional continue son action. Alors, Centraide est arrivé comme partenaire, puis a décidé de continuer à mobiliser les gens autour des enjeux de développement social sur le territoire, et j'ai été embauchée à la suite de ça. Fait que ça reste, dans le fond, dans la préoccupation des conditions de vie, que ce soit des jeunes, de leur famille, ça reste dans les mêmes valeurs aussi que je partage dans mon quotidien. Est-ce qu'il y a des actifs du Forum Jeunesse qui ont survécu à la disparition de la conférence régionale des élus? Bien, le Forum Jeunesse, malheureusement, n'existe plus à ce jour. Par contre, toute l'expertise qu'on a pu acquérir, moi et mon équipe à l'époque, nous servent encore aujourd'hui. Le portail, là? Oui, le portail, la toile jeunesse, ça, elle n'existe plus non plus, malheureusement. Mais tu sais, je pense que les organismes jeunesse du territoire sont très impliqués aussi dans leur milieu, puis continuent, dans le fond, d'être la voix des jeunes, puis de soutenir le travail des jeunes. On pense au Carrefour Jeunesse Emploi, au CDC, aux organismes communautaires. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Puis les commissions scolaires aussi, qui sont davantage aussi impliquées dans leur milieu et tout. Donc, pas de souci pour la jeunesse de notre région. Est-ce que le portrait a changé justement du moment où vous êtes arrivé dans le milieu et maintenant, est-ce que, je sais pas moi, la naissance d'organismes, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Je pense que les organismes ont évolué avec les jeunes. Moi, à l'époque, juste pour l'anecdote, là, mon premier travail de stage, ça a été de faire dans le fond, une étude sur l'utilisation d'Internet dans la région. Est-ce que l'Internet était assez utilisé par les jeunes pour qu'on en fasse un portail? Fait que ça date déjà un peu, là, ça trahit mon âge, mais avec maintenant l'arrivée de tous les réseaux sociaux, c'est d'autres problématiques qui sont vécues, notamment par les jeunes. L'intimidation, c'était quelque chose qu'on parlait déjà avant, mais on dirait que ça a pris des proportions, mais on a encore des jeunes super allumés qui vont être notre relève puis qui peuvent être soutenus par nos organismes. Puis ça, là-dessus, ça n'a pas changé. Mais je dirais qu'il y a certaines problématiques peut-être qui sont vécues différemment parce qu'il y a bien sûr plusieurs générations déjà depuis ce temps-là. Et puis, des organismes, en fait, se sont bien adaptés. Puis oui, il y a eu des nouveaux organismes, mais, tu sais, on parle de Maisons des jeunes qui sont là depuis longtemps, qui accompagnent nos jeunes et qui favorisent la participation citoyenne, Les maisons de la famille, c'est ça? Maisons de la famille, c'est vrai. Il n'y en avait pas partout. Peut-être une ou deux. Puis là, maintenant, je pense qu'il y en a sur tout le territoire. Fait qu'on a vu que ce besoin de soutien-là est important aussi. Votre bretelle spaghetti, madame, qui tombe encore. Voilà. Et même pour les aînés aussi, là, c'est devenu, c'est sûr que la population vieillissante, c'est une couche de la population. Il y a peut-être des organismes qui se sont créés. Il y avait la FADOC, évidemment, jadis, mais là, il y a d'autres organismes. On parlait de la table de concertation. Donc, il y a peut-être eu il y a eu des missions qui se sont précisées, peut-être des organismes qui ont vu le jour, parce que les besoins changent, évidemment, avec le temps. Fait que, et là, est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que tout le monde est couvert ou il y a encore des trous? Des fois, on dit qu'il y a tellement d'organismes, il y a peut-être du chevauchement, mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des trous? Bien. En fait, je dirais que plutôt qu'il y a des trous que certains organismes ont dû s'adapter. Par exemple, je sais pas depuis combien d'années il existait, mais qui a pris plus d'ampleur dans les dernières années, l'organisme de soutien pour hommes au centre à Drummondville, ici. Les hommes sont invités davantage à venir chercher de l'aide pour certaines ressources. Donc, ce sont des organisations qui ont vu peut-être leur clientèle grandir. Ce qui est intéressant, que nous, on a vu aussi dans le cadre de l'Alliance Centricoise, qu'on a soutenu différents projets. Il y a beaucoup un souci de mobilisation, par exemple, dans les quartiers ici à Drummondville, quartier Saint-Joseph, quartier Saint-Simon, qui sont des quartiers peut-être un petit peu plus défavorisés sur le territoire, mais où
on souhaite que les citoyens participent à leur vie de quartier, qu'ils soient mobilisés autour de comment va se développer le quartier. Et là, c'est là qu'on voit naître, par exemple, certains organismes citoyens qui viennent faire en sorte qu'il y ait des lieux intéressants où ce que les citoyens peuvent se rencontrer, des activités qui soient développées pour répondre à leurs besoins. Fait que ça, c'est intéressant à voir quand on parle de trous de service. Ça vient combler, dans le fond, une animation du quartier qui est super intéressante. Donc, on a fait un peu le tour des services offerts par le CRDS et puis, du territoire couvert, des enjeux très importants actuels. Vous n'êtes pas une grosse équipe. On vous souhaite bon courage. Heureusement, il y a plein de partenaires très impliqués pour vous aider là-dedans. Alors, vous voyez où, vous, personnellement, et l'organisme dans 3 ans? Dans 3 ans, on se voit encore là, bien sûr. On se voit avec un partenariat renforcé davantage. On se voit aussi encore, je pense, un incontournable au niveau de la connaissance des enjeux, la possibilité aussi d'acquérir des compétences, parce qu'on est beaucoup dans la formation, communauté de pratique sur des thématiques spécifiques. Fait que je pense que ça, on va le continuer, puis ça va faire en sorte qu'on va agir vraiment en cohérence sur le territoire pour nos défis sociaux qui sont à venir. Et puis, je pense que ça va toujours en évoluant de la bonne façon. C'est ça qui est intéressant. Donc, un acteur clé sur le territoire, entre autres, pour aller chercher la connaissance, ensuite la diffuser pour que l'action soit plus ciblée, plus efficace. Merci beaucoup pour cet entretien, Mélanie Bergeron, qui est la directrice générale du CRDS, le Comité régional en développement social. Merci. Merci à vous.